Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15h pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous êtes en forme. Activisme en ligne sur le terrain, de nombreuses opportunités s'offrent aujourd'hui aux jeunes pour faire bouger les choses. Ne dit-on pas souvent que nous les enfants ou jeunes sommes la relève de demain? Les jeunes représentent une âme redoutable pour faire avancer toutes sortes de combats. Et appartenant donc à un pays, à une patrie, quel rôle justement les jeunes, bien la jeunesse, les jeunes peuvent-ils jouer pour le développement de leur pays? Quelles sont les actions qu'ils peuvent mener sous divers plans? Voilà l'objet de notre rencontre cet après-midi. Et justement, pour en parler, j'ai deux amis ici sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Brigitte. Comment vous vous portez? Très bien. Alors, c'est vrai, hein, vous avez des visages familiers, mais néanmoins, pour une personne, un téléspectateur qui nous suit pour la première fois, on va se présenter. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis très ravi d'être encore sur ce plateau. C'est Roger le Trésor Kamako. Benjamin Reynaud-Séram, c'est un plaisir d'être au rendez-vous encore ce soir. Alors, nous allons commencer une vidéo en attendant que notre invité n'arrive. Nous allons partir pour cette transition et revenir pour le débat. Rôle de la jeunesse, mais rôle des jeunes dans le développement d'un pays. Voilà le thème qui nous rassemble ce mercredi. Benjamin, moi j'aimerais d'abord savoir en quoi les jeunes sont-ils importants pour le développement d'un pays? Merci pour la question, Brigitte. Qui parle de jeunes, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction, qui parle de jeunes parle d'avenir, parce que les jeunes sont les aïeux de demain. Et ceux que nous avons aujourd'hui comme étant des personnes adultes, sinon les personnes âgées et tout ce qui va avec, ont été eux aussi jeunes. Or, ce sont eux qui sont en train de gérer le pays actuellement. Ce sont eux qui sont en train de gérer la vie sociale actuellement. Ce qui sous-entend que les jeunes d'hier sont aujourd'hui les vieux ou les personnes qui gèrent le pays. Automatiquement, nous qui sommes également très jeunes aujourd'hui, nous serons ceux-là qui vont prendre la relève demain. Ce n'est pas en réalité une question de convoiter la place de quelqu'un, mais c'est un problème naturel. C'est l'horloge biologique qui donne l'autorisation à la personne de succéder ou bien de remplacer à une autre personne, parce que toute génération, sinon aucune génération n'est éternelle, donc qui parle de l'avenir d'un pays, parle de jeunesse. Et le cycle de la vie a su bien dire cela. On est enfant, on devient jeune, on devient adolescent, par après on est jeune, on est personne adulte et on devient personne âgée. Ce qui veut dire que ce cycle-là, en réalité, c'est la vie, sinon la biologie, si je peux le dire ainsi, qui l'a imposé automatiquement. Qui dit l'avenir d'un pays dit les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui doivent, sinon qui construisent l'avenir d'un pays. Donc s'amuser avec les jeunes, c'est s'amuser avec le demain ou le devenir du peuple. Voilà, Roger. Oui, pour m'aligner derrière ce qu'a dit ma prédécesseur, je dirais que le développement d'un pays est très important, et pour ce faire, le jeune, un pays peut se développer, voire même un continent peut être développé, mais se développer par et avec la jeunesse, et non pour la jeunesse. Quand je dis non pour la jeunesse, je veux dire que ce n'est pas seulement au profit de la jeunesse que le pays bien un pays bien un continent peut être développé, mais par et avec, ça veut dire que le jeune a aussi quelque chose à faire, bien il doit coopérer à ce développement du pays, bien de toute nation. Voilà, jamais je l'ai dit également dans mon introduction, on dit souvent les jeunes c'est la relève de demain, c'est les jeunes qui doivent construire demain. Moi je me dis pourquoi pas aujourd'hui, parce que demain ils deviendront des adultes. Bien. Oui, Brigitte, quand on dit que les jeunes sont la relève de demain, c'est parce qu'en Afrique spécialement, on considère les personnes âgées ou les adultes comme étant un réservoir de connaissances. Parce que quoi qu'on dise, l'expérience n'est pas une chose innée. On n'est pas né avec l'expérience. Par exemple, un mécanicien n'est pas né avec l'enclume, les marteaux, les connaissances en son domaine-là en même temps. Il a acquis ces connaissances-là au fil du temps. Donc, ces connaissances ont été acquises au fil de ses expériences ou bien de son histoire. Ce qui veut dire que le jeune
il faut d'abord que nous reconnaissons que, quoique le jeune est encore plus vigoureux, c'est-à-dire il est doté d'une force que je nomme guillemets surnaturelle, c'est-à-dire une force très juvénile, il n'a pas quand même l'expérience, cet esprit de tempérance, cet esprit de sagesse de gérer les situations. Parce qu'il n'a pas encore vu plusieurs facettes de la vie. Donc on donne encore cette place aux jeunes de le faire quand il sera encore plus mature, parce que la maturité s'acquiert. Quand on n'est pas encore mature, on ne peut pas gérer en fait, parce que le leadership n'est pas seulement une question de gérer une population, bien un groupe. Non, le leadership est loin de là. Le leadership en fait, c'est bien gérer ce groupe-là, c'est bien gérer cette cohorte d'individus qu'on met à notre disposition. Donc on ne peut pas quand même exclure le jeune. Ce sera un faux jeu. On va quand même introduire le jeune, mais il faut que le jeune se mette au service des vieux pour acquérir de l'expérience. Et quand ces vieux ne seront pas là, parce qu'ils ne vont pas quand même vivre éternellement, même ceux qu'on a connus dans la mythologie judéo-chrétienne sont partis. Ils ont fait des 700 ans, mais ils sont quand même partis. Ce qui veut dire que les personnes adultes que nous avons aujourd'hui vont partir. C'est en ce moment-là que les jeunes deviendront des personnes âgées, ou bien des adultes, pardon, ils seront des personnes adultes et ils vont prendre leur expérience qu'ils ont acquise au service de ces personnes adultes-là, qu'ils vont mettre maintenant au service de leur pays. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont la relève de demain. En réalité, pour conclure, quand on dit que les jeunes sont la relève de demain, c'est parce que la plupart de ces jeunes sont toujours en formation. Ou bien la plupart de ces jeunes-là sont toujours en pépinière, si je peux le dire ainsi, pour demain. Donc il faut que ces jeunes-là finissent leur cursus de formation, leur cursus scolaire, etc., pour redevenir maintenant des outils, des têtes bien faites, pour que le pays puisse les utiliser favorablement. Voilà, Roger partage l'avis de Benjamin. Oui, je voulais ajouter que tant que les vieux, sinon ceux que nous appelons les griots. Parfois on considère ça comme péjoratif, on les appelle les personnes du troisième âge. Appelons-les plutôt les griots. Tant que ces griots sont là, il va falloir que nous jeunes profitons d'eux. Puisque Benjamin l'a déjà dit, l'expérience, c'est un processus de temps. C'est-à-dire, on ne naît pas femme, on le devient, comme dira un auteur. Donc, il va falloir que nous jeunes, nous continuons d'ores et déjà pas rester auprès de ces griots que je viens de nommer, de rester avec ces derniers, d'apprendre d'eux et de ne pas rester les bras croisés, dire que demain, que nous sommes la relève de demain. Sinon, on ne peut pas devenir une relève si on ne sait pas, on ne se met pas d'ores et déjà en œuvre, si on ne se met pas à travailler, on ne se met pas à collaborer avec cette génération que nous considérons comme une génération avancée en âge. Puisque le problème ici, il est crucial, il est un peu pragmatique. Puisque, si ces griots disparaissent, bien, ils ne sont plus avec nous un jour. Le monde risque d'être comme ça, le pays risque d'être comme ça. Si nous n'avons pas acquis assez de choses, assez de compétences, d'expérience auprès de ces griots, le pays restera toujours dans sa situation de précarité. Voilà, Brigitte, je voudrais ajouter quelque chose peut-être avant qu'on ne revienne à autre chose. Lors de l'intervention de Roger, il a souligné quelque chose que je trouve très important. En réalité, c'est une question de collaboration. Et puisque je venais de dire également que nous jeunes avons cette force-là physique, quand on demande maintenant de soulever cette table-là que nous utilisons ici, on va dire les jeunes sont où? Donc on suppose a priori que nous les jeunes avons donc cette force physique. En réalité, les jeunes, les personnes âgées, sinon les adultes, nous doivent être jusqu'à côté et nous dire comment déplacer sans pour autant endommager une autre table qui est à côté. C'est ce que nous les jeunes nous manquons en fait. Sinon la force pour déplacer, nous avons ça. C'est ce que je voulais quand même rappeler. Voilà, nous allons toucher le thème, le rôle. Quel est le rôle primordial des jeunes, de la jeunesse dans le développement d'un pays? Qu'est-ce que les jeunes doivent faire concrètement? On peut prendre un exemple précis. Je suis tenté de dire les rôles. Parce que dans ce grand rôle, il y a des rôles, des petits rôles que le jeune doit jouer. Le jeune doit d'abord connaître ses devoirs et ses droits. C'est la chose la plus primordiale, si vous permettez, primordiale que le jeune doit savoir, c'est-à-dire ses droits et ses devoirs, parce que ces choses-là marchent de pair. Je voudrais m'expliquer. Quand nous parlons de droit, il y a son verso qui est en même temps un devoir.
quand nous sommes en train de réclamer quelque chose, il faut que nous fassions notre part aussi. C'est la première des choses que le jeune doit savoir que c'est son rôle. Le jeune a pour rôle de connaître son droit. J'ai le droit de parler, bien le droit à la parole, comme on a l'habitude de le dire. Et j'ai le devoir d'être plus courtois envers les gens. Il faut que je sache ça. Ce n'est pas parce que je me considère comme étant plus juvénile, plus jeune, j'ai la force physique, que je vais me permettre d'intimider les personnes plus âgées que moi. Nous sommes en Afrique. La sagesse africaine a toujours prôné le leadership conformément à l'âge. Et il y a souvent des adages africains qui ont l'habitude de nous dire que même quand une personne est née à 9h05 et que tu es né à 9h06, la personne est très âgée plus que toi. Ce qui veut dire que le jeune doit quand même être modeste, doit quand même savoir que telle personne occupe telle place dans la société. Ce sont quand même ces rôles-là que le jeune doit se donner d'abord. Quand je l'appelle rôle, les gens seront peut-être surpris, mais il faut quand même savoir que les droits marchent avec les devoirs. Maintenant, si je voudrais revenir au sens propre du mot rôle, il faut que le jeune sache que le devenir du pays est entre ses mains. Donc le jeune a pour rôle primordial également de savoir qu'est-ce que ceux qui m'ont précédé ont fait. Qu'est-ce que la génération qui vient de me précéder? La génération étant définie comme une période de 20 à 25 ans qui sépare deux générations. Qu'est-ce que les gens qui ont vécu 1900 à 1960 par exemple, quelles sont ces valeurs qu'ils ont défendues? Quels sont les atouts qu'ils avaient, quels sont les dangers qu'ils ont eu à rencontrer. Voilà pourquoi d'ailleurs on nous enseigne l'histoire à l'école, pour que nous ne commettions plus les erreurs que d'autres ont déjà commises. Et à base de cela, le jeune a pour rôle maintenant de se former une image du passé afin de mieux sculpter le présent et mieux appréhender le futur. Parce qu'il ne sera un jeune accompli au sens du mot sans pour autant connaître les histoires de ceux qui l'ont précédé. Donc le jeune a pour rôle de connaître ces histoires. Également, il faut que le jeune arrive à se donner des objectifs. Le jeune a pour rôle de se fixer aussi des objectifs. Quels sont les objectifs que je vais atteindre individuellement? Parce que d'abord, l'objectif est individuel. Et par après, les objectifs deviennent des objectifs collectifs. Quand le jeune se fixe pour objectif, créer deux entreprises, par exemple, c'est un objectif que le jeune se fixe. Et ces objectifs-là deviendront des objectifs collectifs quand ces entreprises deviendront des choses que toute la nation va partager. Voilà donc ces quelques rôles que le jeune doit se donner naturellement et doit les assumer pleinement pour ne pas être un mauvais jeune. Parce qu'on peut être un mauvais jeune. Je vais peut-être en revenir au long du débat. Voilà, Benjamin. Alors, Roger, ton avis d'abord sur la question. Moi, avant de revenir même à la question, je vais dire, je voudrais souligner qu'on parle de développement. Bien, avant qu'un pays ne développe, moi, je le prends dans trois domaines. Il s'agit premièrement du domaine sanitaire, du domaine éducatif et dans le domaine politique. Je prends par exemple le domaine sanitaire. Il s'agit, on va essayer si les jeunes ne sont pas dans ce domaine, si dans le domaine sanitaire les jeunes n'y sont pas, vous allez constater que rien ne va marcher, rien ne peut aller de mieux. Donc, il va falloir que les jeunes aussi soient dans ce domaine. Encore aussi, le domaine politique, par exemple, pour ne pas trop rendre ce débat un peu politique, je dirais seulement qu'on a aussi besoin des jeunes aujourd'hui dans le secteur politique pour pouvoir faire développer, bien faire évoluer les choses. Quand on prend, par exemple, Benjamin a dit que quand ces gens ils sont là-bas, on les considère comme les vieux, si on peut le dire ainsi, et on les considère comme ceux-là qui sont avancés en âge. Et quand ils sont aussi avancés en âge, ils ne sont plus en étroite relation avec la jeunesse actuelle par rapport à ce jeune qu'on va prendre pour gouverner par exemple un pays. Quand je suis jeune, je connais les problèmes de mon pays, de la jeunesse, je connais aussi les problèmes, bien je connais les mots qui minent ma jeunesse. Alors je peux faire tout pour résoudre ces problèmes par rapport à ce vieux. Maintenant, pour revenir même à la question, je pense que nous jeunes aujourd'hui, nous devons essayer, comme l'a dit Benjamin, je ne vais rien ajouter quand même, je pense que nous devons essayer d'être en étroite collaboration, bien en contact avec les personnes que nous considérons comme les brillantes griffes aujourd'hui. On va essayer d'être avec eux, d'acquérir beaucoup de connaissances, d'acquérir beaucoup de compétences chez eux avant que le temps ne soit trop tard.
Voilà, vous l'aurez constaté, très chers téléspectateurs, nous avons été rejoints par Dorine. Dorine, sois la bienvenue. Merci. Comment tu te portes? Je me porte à merveille. Alors, nous parlons du rôle de la jeunesse dans le développement du pays. On était en train de parler justement de ce rôle-là. Que peut jouer la jeunesse dans un pays? Bon, dans un pays, la jeunesse peut jouer beaucoup de rôles, beaucoup même, je vais dire. Parce que dans le domaine de la santé, de l'éducation et même dans le domaine professionnel, si la jeunesse n'est pas active là-bas, non, les choses ne marchent pas tellement comme il se doit. Donc il faudrait que les jeunes soient présents dans ces différents domaines pour que le développement du pays soit bien. Voilà. Benjamin, tout à l'heure, dans le développement de Roger, l'a touché. Le point politique, c'est vraiment pas politisé cette émission. Mais jeune et politique, comment cela peut se faire? Brigitte, je n'avais pas aussi envie de le dire, mais je suis tenté de le dire puisque alors, Roger l'a effleuré. Alors, je ne pas la parole, mais tout de suite, quand j'ai parlé de ça, mes idées sont allées sur... Puisque la plupart sont des étudiants. Et souvent, quand on dit Assemblée Générale, on sait ce que ça veut dire. Oui. En réalité, Brigitte, qui parle de politique, parle de la jeunesse. Parce que je voudrais quand même encore rappeler l'étymologie de ce mot. La politique vient du mot grec politikos, qui signifie en réalité la vie sociale. Et qui parle de vie sociale, parle de la jeunesse. On ne peut pas faire de la politique et dissocier les jeunes. On ne peut pas faire de la politique et exclure les jeunes. Ce qui veut dire que nous jeunes, sinon les jeunes, sont sine qua non à la vie politique. Ce qui veut dire, en réalité, quand vous prenez les partis politiques, prenez la grande proportion du parti politique, c'est la jeunesse. Si vous prenez par exemple un parti politique qui compte 20 participants, bien 20 militants ou 20 membres actifs, etc., vous allez voir qu'il y a 18 jeunes et 2 vieux qui sont derrière, ou bien 2 personnes âgées, si on le permet ici, qui sont derrière, qui donnent l'ordre et les jeunes exécutent. Quand nous prenons par exemple, quoi que ce soit des comportements un peu plus péjoratifs, quand nous prenons les manifestations qui se passent sur le campus, vous n'allez pas voir les personnes âgées quand même réclamer leurs droits comme ça. Vous allez voir des personnes plus âgées, quand ils veulent réclamer leurs droits, mais ils vont jusqu'à faire les grèves de la faim, ils vont jusqu'à écrire des pétitions, des lettres ouvertes. Par contre, quand la jeunesse est énervée, la jeunesse passe par la rue directement. C'est peut-être paradoxal, mais ça peut s'expliquer parce que les jeunes ont, comme je venais de le dire, le sang chaud. Et quand ils voient leurs droits bafoués, vous allez voir qu'ils veulent agir et ils agissent très mal. Donc, qui parle de politique parle de la jeunesse. Et je voudrais bien saluer quand même l'initiative du chef de l'État qui a quand même su nommer une très jeune demoiselle, sinon madame, pour ne pas être trop péjoratif, comme étant ministre. Je pense que c'est l'initiative là que nous jeunes voulons. Quand on a un jeune, sinon une sœur dans les grandes prises de décision, je crois que ça nous rassure. En fait, nous jeunes, nous ne voulons pas quand même l'Eldorado. Nous voulons juste quand même qu'on nous permette de siéger dans des grandes assemblées. Il faut que les prises de décision, de l'ordre des prises de décision, nous soient intégrées. Parce que là où le débat est un peu choquant, c'est que les jeunes sont exclus quand même des grandes prises de décision. Quand on veut prendre des décisions très cruciales pour la société, on n'associe pas les jeunes. Or, la société est formée majoritairement des jeunes. Parce qu'en Afrique, il y a l'explosion démographique. Donc, la société est formée majoritairement des jeunes. Or, ces décisions qui ont été prises seront appliquées à la population. Ce qui veut dire que faire pour les jeunes, sans les jeunes, c'est faire contre les jeunes. Donc, il faut intégrer les jeunes dans la vie politique. Non seulement ces jeunes doivent être intégrés de façon péjorative, en leur demandant, par exemple, de porter les t-shirts et de crier sur tous les toits. Non, il faut que nous, les jeunes, nous pensons autrement la politique. La politique n'est pas seulement une prise de parole pour défendre bec et ongle son parti politique en public. Loin de là, nous devons quand même comprendre, nous jeunes, je m'adresse à ces jeunes qui nous suivent actuellement, que la politique n'est plus cette manière archaïque ou rudimentaire que nous avions eu à faire de la politique dans les années peut-être 2005 où on défend le parti politique bec et ongle sans même trouver ses insuffisances. Non, ce n'est pas parce qu'on est membre de tel parti ou de tel parti qu'on ne va pas quand même dire des vérités. Parce que quand nous jeunes, nous ne disons pas la vérité à ces leaders politiques, ils vont quand même nous embadouner. Quoi qu'on dise, ils ne veulent juste que se tailler une bonne place. Il faut que nous les jeunes, nous sachions en vérité que quand nous collaborons avec eux, quand ils nous invitent, il faut que notre voix compte. Il ne faudrait pas que notre voix soit
seulement une voix électorale, il faut que notre voix soit comptée dans les prises de décision parce que nos enfants vont subir les conséquences, soyons plus sages. Voilà, Roger. Oui, je pense que je l'ai déjà dit, personne ne voulait en venir, mais c'est la situation qui l'a obligé. Nous ne voulons pas très politiser ce débat, mais je pense que la politique, nous la faisons chaque temps. Même si nous ne voulons pas, on fait chaque temps la politique. On l'a déjà dit, on a besoin des jeunes aujourd'hui dans le système, dans le secteur politique pour pouvoir faire avancer les choses. Quand je me rappelle bien que il y a mon papa qui me disait qu'à leur époque, il y avait des vieux, sinon je suis tenté de le dire ainsi, des vieux. Des vieux, oui, des vieux qui avaient pris le devant de toutes choses dans ce pays. Alors ça fait que les choses n'avançaient pas. Même si nous ne voulons pas le dévoiler ainsi, et aujourd'hui nous allons constater qu'il y a au moins un changement. Il y a au moins un changement aujourd'hui, c'est par rapport à ce changement-là aussi qui est fait au niveau des gens qui doivent essayer de faire avancer les choses. Alors je pense que pour qu'un pays, pour qu'un continent, pour qu'une société évolue, il va falloir changer les têtes qui sont un peu vieilles, si on peut le dire ainsi, les têtes qui sont vieilles, il va falloir les changer, il va falloir faire appel à ces jeunes qui ont encore le sang chaud, qui ont encore ce goût-là de travailler, puisque quand nous prenons par exemple les vieux, nous avons certains exemples proches de nous dans nos universités. Quand on prend les vieux par exemple, qui sont des enseignants, par exemple, aux heures de cours, ils vont manquer les cours, ils ne sont pas là, ils ont des problèmes familiaux. Avec tout ça, ils ne sont plus en harmonie avec le travail. Par contre, le jeune là, il vient de rentrer dans la vie active maintenant, il est ouvert, il est prêt à travailler, il a le sang chaud, malgré, bien sûr que il y a ces jeunes aujourd'hui qui sont un peu inconscients, mais nous parlons ici de la majorité, qui est prête à travailler, qui se donne au travail. Donc il va falloir revoir ce côté. Sinon, la fois passée, nous avions parlé de la migration des jeunes africains vers les pays occidentaux. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien c'est une progression. C'est une progression. Donc il va falloir que cela soit revu aussi. Dorine, tu en avais sur la question? Oui, il faut me rappeler la question. Et justement, pour parler de cette actualité-là, où il y a eu quelques semaines le sommet France-Afrique, où le président français, je crois, avait uniquement invité les jeunes de la société civile. Il n'y avait aucun dirigeant africain qui avait participé à ce sommet-là. Ton avis sur ce sommet? C'est bien que le président français ait invité uniquement que les jeunes? Bon, oui, je pense que c'est bien ce qu'il a fait, parce qu'il a été conscient, parce que les maux d'une société affectent plus la jeunesse. La jeunesse subit plus les méfaits qui sont dans la société. Donc, si on interpelle la jeunesse à venir parler, c'est une façon d'interpeller ou bien de comprendre ce qui se passe dans la société en fait. Parce que la jeunesse subit plus les maux qui règnent dans la société. Donc il a bien fait d'inviter les jeunes pour pouvoir participer à ce congrès. Et je lui tire chapeau s'il en faut, parce que c'est une bonne idée. Si tout le monde pouvait faire ça, on va voir que dans nos sociétés, il n'y aura plus tellement de problèmes. Parce que la jeunesse doit être présente dans les grandes réunions, grandes décisions qu'on va prendre pour faire avancer un pays. Donc si la jeunesse est présente, elle se sent aimée, considérée dans un pays plutôt. C'est une façon de pouvoir faire avancer le pays. Si vous le permettez, je pense que le sommet là, je vais trop vite me prononcer là-dessus, je risque de perdre mes mots. Ce sommet là, moi je le trouve, moi je dis souvent que les choses comme ça sont elles ont tant pour moi le fond et la forme. Il s'agit ici de la forme, c'est la forme qui est faite. Maintenant, où se trouve le fond? Il ne va pas, le sommet ne va pas rester là-bas, bien les mots qui sont dévoilés par le jeune ne doivent pas rester là-bas. Il va falloir que le président, le président avec toute sa collaboration, il prenne en compte ce que les jeunes ont dit, ce qu'ont dit les jeunes. Ça ne s'arrête pas là-bas de ne pas inviter les présidents, les représentants
mais d'inviter seulement les jeunes. Ça, c'est déjà bien, mais il va falloir aussi mettre en pratique ce qui a été dit. Je pense que s'il a il a jugé bon de ne pas aussi appeler les jeunes, c'est de aussi appeler uniquement les jeunes, c'est une manière c'est la bonne manière, comme l'a dit Dorine, de comprendre toute la société. Parce que des fois, nous pensons que la jeunesse, nous pensons que les jeunes, bon, ils n'ont pas assez d'idées sur ce qui se passe dans l'étape des personnes plus âgées, mais c'est plutôt faux. Le jeune a une idée plus avancée avec la technologie. Tout, on essaie de comprendre la vie même de nos papas, de nos pères. Donc il va falloir que ce qui a été dit là-bas soit pris en compte, soit appliqué pour le bon déroulement des choses dans notre continent. Oui, je voudrais quand même exprimer mes civilités les plus profondes pour ce geste louable que ce président a fait. Je crois que c'est ce qui devait être fait. Et de passage, je crois que c'est ce qui est en train d'être fait dans nos communes. Récemment, sinon moi-même je l'ai appris de façon tardive, que nous jeunes pouvons quand même participer aux prises de décision dans nos communes parce qu'il y a cette décentralisation qui nous permet de donner notre avis, de donner notre opinion. Et je crois que c'est la même chose qui est en train d'être transposée de l'autre côté. Et pour rebondir sur ce que Roger disait, cette manière-là de faire la chose ne doit pas être verbale. Il faut quitter la verbalisation des choses. Nous savons tous dans ce pays qu'il y a des droits, sinon des conditions qui ont été prises, des décisions qui ont été prises, mais qui ne sont jusqu'à présent que des décisions sur papier. Il faut passer de l'abstrait au concret. Il faut poser des actes plus concrets. Et je crois que ce sont les choses comme ça qui font plaisir aux jeunes. Et il faut quand même encourager ces initiatives pour que ces initiatives deviennent quand même des habitudes pour tous ceux qui prennent des décisions pour les grandes institutions. Pourquoi ne pas intégrer les jeunes dans des grandes institutions? Je ne veux pas quand même en nommer, mais je suis obligé de le faire. L'ONU, par exemple, pourquoi ne pas faire déplacer certaines vieilles têtes, comme Roger le nomme, et faire venir les jeunes? En réalité, nous n'avons rien contre les vieux. Moi, je voudrais comparer la scène politique, sinon la scène sociale, au football. Je voudrais bien quand même que les décideurs, sinon nos dirigeants, voient comment se passe le football. Le football, quand tu as déjà une trentaine, on te considère déjà comme étant essoufflé. Vous allez voir les Messi, les Cristiano Ronaldo, ils ne sont pas quand même très vieux. Sinon, on les ramène en Afrique, ils vont commencer quand même la première division. Mais on leur dit de partir. C'est une manière pour dire en fait que quand vous avez acquis de l'expérience, il faut aller vous reposer. Reste pas quand même quitter l'arène. Non, on ne leur demande pas quand même de quitter, de nous laisser. Nous sommes très jeunes quand même pour prendre le volant. On veut que ces vieux-là restent aux côtés de nos chauffeurs et qu'ils nous indiquent lors de notre circulation sociale où passer, où mettre les pieds. Parce que je crois que c'est plus honorant et c'est plus beau que de rester à côté et de nous indiquer quoi faire. Au lieu d'être là-bas et de nous demander d'être quand même des apprentis chauffeurs, d'aller chercher ce dont ils ont besoin pour faire leur travail. Je crois que ce ne serait pas honorable comme ça. Parce que la remarque que j'ai faite pour finir, c'est que nous n'honorons pas les gens quand ils sont vivants. Ils meurent d'abord. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne se retirent jamais de ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'ils se retirent pour qu'on dise, voilà, ici vécu quelqu'un ou bien un balayeur de riz qui fit bien son travail. Mais ils ne se retirent pas. Donc c'est quand ils meurent qu'on leur rend un petit hommage. Il faut qu'ils soient vivants, mais qu'ils connaissent aussi le mot retraite ou bien le mot se retirer pour que les jeunes puissent aussi faire ce qu'ils doivent faire. Voilà, nous allons avancer dans ce temps d'idée. Roger même l'a souligné un peu plus tôt, comme nous avons discuté de ça le mercredi dernier, on a parlé de la migration des jeunes Africains vers l'Occident. Sur le plan continental et en Afrique, on dit souvent que la jeunesse est un atout, c'est la richesse de l'Afrique, mais toujours on a cette idée de partir. Benjamin, je reste avec toi. Oui, si on a cette idée de partir, c'est parce que le jeune est confronté à une situation très pénible. On voit un jeune qui va, par exemple, qui fait une queue, qui n'a jamais vu l'Occident de ses propres yeux, mais qui veut quand même partir parce que sa situation l'oblige à partir. Parce qu'il se dit, si je reste ici, je ne saurais m'offrir une voiture, je ne saurais m'offrir une maison. En fait, comme le disons, cela semble être des rêves utopiques. Parce que, vu la condition dans laquelle tu vis, tu sais que d'ici 10 ans même, ce n'est pas possible
que je change mon téléphone portable qui coûte peut-être 20 000. Parce que tu te dis, la manière dont je suis en train de voir la situation du pays, en réalité, le problème ne vient pas de l'employeur. Parce que l'employeur, quand même, fait de son mieux. C'est ce qui rentre qu'il est en train d'utiliser, en fait, pour subvenir aux besoins de la structure et tout. Il faut quand même que les choses tombe plus haut pour que cela puisse être partagé favorablement, pour que tout le monde puisse avoir la part du lion. Mais quand une partie, par exemple, n'est pas satisfaite, c'est compliqué. Ou bien quand la grande partie n'est pas satisfaite, c'est compliqué. Il faut que tout le monde arrive à goûter à la part du lion pour que tu ailles bien. Le jeune veut quitter le pays juste parce qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Un jeune qui est obligé de zapper le petit déjeuner, de zapper le déjeuner et de faire le dîner. Parfois, c'est le souper. Il est compliqué de le faire ainsi. Mais ce n'est pas de son gré qu'il le fait. Donc, quand il va trouver en même temps l'issue, il va quitter. C'est l'histoire de ces personnes-là qui ont été emprisonnées dans une grotte, qui voyaient passer la lumière et l'ombre, croyant que ce sont des individus qui passent. Le jour où ils ont trouvé l'issue, ils ont quitté cette grotte. C'est une histoire qui relève de la mythologie, mais que nous pouvons comparer à notre vie. Parce qu'on est enfermé dans une gouffre qui ne nous permet pas de mieux vivre. Quand on trouve mieux, le jeune veut quitter. Il veut jouer à la loterie Visa. Mais j'avais fait sortir le mot. Je ne voulais pas ramener encore ce mot sur ce plateau. Et Roger, rapidement, ton avis sur la question. Hein? Je pense que, bon, comme moi je l'ai dit, j'ai l'habitude là de critiquer l'État. Bon, je n'ai pas l'idée de critique, mais j'ai l'idée critique en fait. Je pense que l'État doit, encore je l'ai dit, doit revoir ce système. Quand Benjamin a fait sortir le mot même que moi-même je veux viser, il a fait l'autorivisa. Vous savez, si aujourd'hui, toute la population, tout le monde ont l'habitude de tenter, bien tout le monde tente sa chance pour pouvoir partir le pays, il faut savoir que c'est grave effectivement. C'est grave parce que moi aujourd'hui, bon, j'ai un ami qui me disait, Roger, quitter le Togo et ne plus revenir, tel est mon unique vœu. Bon, je l'ai trouvé un peu bizarre, mais après j'ai compris qu'il a raison, puisque si nous voyons aujourd'hui, on a dit, manger même bon, je ne veux pas le dire, manger même c'est un problème. Le jeune est entouré par des problèmes pas possibles. Donc il va falloir quitter le pays. C'est ce que nous cherchons. Je ne sais pas si l'État veut faire rester les gens dans le pays. C'est pourquoi le passeport, même avant de l'avoir, il faut passer par des conditions impossibles. Il faut avoir au moins plus 30 000. Mais quand tu rentres là-bas, on va te dire que 30 000 au moins, c'est ce qui est écrit, 30 000 au moins. Donc il va falloir que ça soit revu voilà, dans de sens positif. Il faut qu'on revoie notre condition et tout. Sinon, si nous quittons le pays comme ça, je me demande pourquoi les Blancs, eux, ils veulent ceux-là qui ont le bac au moins avant de passer. C'est parce qu'ils veulent les têtes bien faites, en fait. Donc, il va falloir que l'État togolais aussi, bien les États africains en général, revoient la situation, qu'ils pensent à la situation, qu'ils essaient de changer la situation que vit leur État afin de réserver ces têtes-là qui sont bien faites pour que le pays développe. On parle aujourd'hui du développement des pays, bien d'un continent. Un pays ne peut pas évoluer, ne peut pas se développer si les têtes bien faites ont quitté le pays, ont déserté. Donc il va falloir faire rester cette tête-là, même si ce n'est pas de leur gré, le faire rester dans le bon sens en fait. Alors, l'un des problèmes auxquels est confrontée la jeunesse aujourd'hui, on va parler de lui, c'est le chômage. Nous fréquentons, nous avons nos diplômes, mais nous ne trouvons pas à faire. Mais il faut dire que notre gouvernement a trouvé des initiatives également. Nous allons parler du jeune et du bénévolat. C'est vrai, on dit bénévolat, vous faites des actions sur le terrain, mais c'est vrai qu'il y a une rémunération, mais ce n'est pas une rémunération en tant que peut-être vous travaillez bien, vous officiez quelque part et on vous paye. Mais le jeune et le bénévolat, ton avis sur la question? Pourquoi le jeune et le bénévolat, c'est ce qui abonde actuellement dans nos pays. Parce que là, si tu es jeune actuellement, tu ne fais aucun travail. Même quand tu vas à l'université, tu es étudiant, tu seras toujours obligé d'aller travailler dans la boutique de quelqu'un. Même si c'est pour nettoyer les carreaux, et les WC et autres, tu seras obligé de faire ça. Donc, c'est un peu partout. On ne peut pas éviter ça.
c'est tout ce qui cause cela, c'est le manque d'argent, et on peut aussi toucher nos entreprises qui n'aiment pas embaucher les jeunes actuellement. Actuellement, le fait que la jeunesse est plus retirée des entreprises. Les gens sont là-bas, ils sont assis, ils ne veulent pas partir, ils veulent laisser la place à leurs enfants et autres. Alors qu'il y a des gens qui sont compétents dans ce domaine, mais on va remarquer, parfois on a l'habitude de l'utiliser, mais des phrases et autres. On a l'habitude de dire que c'est mon frère, c'est mon fils et autres, et on laisse les gens qui sont mieux placés pour rester dans ces endroits-là. On les laisse partir pour faire place, donner place aux autres ou bien les membres de nos familles. Ça doit arrêter. On ne doit plus continuer comme ça. Pour faire rester la jeunesse dans un pays plutôt, il faudrait qu'on laisse place à cette jeunesse-là de pouvoir travailler, pouvoir montrer ses compétences dans de différentes entreprises. Et d'ici, on peut féliciter Pia qui embauche beaucoup plus de jeunes, et on peut féliciter Pia c'est ce que je dois dire. Benjamin. Je voudrais quand même dire, Brigitte, sans langue de bois, que le bénévolat n'est qu'une autre facette de l'esclavage. Je répète, le bénévolat n'est qu'une autre facette de l'esclavage. Parce qu'en fait, les conditions dans lesquelles ces jeunes bénévoles travaillent sont des conditions très compliquées. Et quand le jeune doit rester dans ça, il ne connaît même pas la date de la finitude de cette situation de précarité. Ça fait très mal. Je voudrais comparer... Mais on a acquis des expériences, non? Oui, Brigitte, le problème c'est que nous sommes maintenant dans un monde où on a 1000 expériences, mais on n'arrive pas à utiliser cette expérience-là. La réalité, elle est là. Parce qu'on a plus de diplômés, on a plus de jeunes qui ont l'expérience. Et quand il faut maintenant choisir, on ne peut plus dire on veut 10 expérimentés, mais on dit on veut 10 expérimentés avec tel diplôme, avec tel permis de conduire, des garde-fous pour quand même faire quitter ou faire éliminer les gens, parce qu'on sait que quand on va lancer le tel concours, bien on va lancer telle chose, il y aura 1000 personnes. Et même quand on prend l'entrepreneuriat que le jeune doit prendre comme plan B, il y a encore des situations pas possibles là-bas. Il y a des choses que nous devons dire haut pour que ça s'arrête, pas seulement au Togo. Je voudrais quand même dire en Afrique en général, quand nous prenons des structures ou des structures privées où on renvoie quand on veut, on renvoie comme on veut tel jeune parce que sa tête ne nous plaît pas, ou bien c'est parce qu'il a fait tel, ou récemment il y a une structure dont je ne veux pas quand même nommer qui a renvoyé des gens, et j'ai vu une lettre sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, où les gens ont écrit des lettres pour supplier l'employeur pour dire s'il vous plaît, nous n'allons plus répéter ces bêtises là, si nous venons et nous répétons encore ces bêtises, il faut nous renvoyer systématiquement. Ça fait rire, mais ce sont des situations de précarité que nos frères, que nos jeunes sœurs sont en train de vivre dans les entreprises, et il va falloir trouver des solutions pour remédier à ces choses. Sinon, nous sommes dans de beaux draps, s'il faut le dire ainsi. Oui, moi je pense que ce système de bénévolat dans les entreprises n'est pas bon, puisque on dit souvent celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Autrement dit, celui qui a travaillé, il a droit au salaire. Mais quand vous pensez que il faut profiter par ce bénévolat, Benjamin l'a dit, c'est le nouveau système là d'esclavage aujourd'hui. Le jeune travaille avec une durée de temps aussi longue, mais on n'arrive pas à le satisfaire. Je pense que c'est pas bien. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de ressources économiques, de ressources financières. Tant que le jeune est en train de travailler, tant que l'homme est en train de travailler, je pense qu'il est en train d'attirer, de faire entrer dans la caisse des ressources financières. Donc il va falloir prendre dans cette caisse-là quelque chose pour lui trouver, pas quelque chose, si on dit pas quelque chose, on risque de comprendre ça aussi autrement, de lui donner un salaire dérisoire. Non, il faut lui donner ce qu'il a le droit de prendre. C'est ce que je pense dire. Donc il va falloir lui trouver ce qu'il a le droit de prendre, le satisfaire. Puisque vous savez, si on peut comparer celui-là qui reçoit un salaire qui est un peu bon, par rapport à celui-là qui reçoit un salaire dérisoire, bien qu'il ne reçoit même pas de salaire, qui travaille dans un système de bénévolat, vous allez constater que celui qui travaille et il reçoit de salaire, il va travailler avec tout son plaisir. Par contre, celui qui ne reçoit rien, il est monsieur
le bon samaritain, lui ne va pas travailler quand même avec tout son plaisir. Il va travailler avec des réserves, si on peut le dire ainsi. Il va se réserver, il ne va pas se donner à fond au travail. Donc, les entrepreneurs aujourd'hui, bien les responsables d'entreprise aujourd'hui, ils croient qu'ils sont en train de faire du mal à la jeunesse, de faire du mal aux personnes aujourd'hui qui travaillent dans ce système de bénévolat. Or, ils ont oublié qu'ils sont en train de donner une mauvaise image premièrement, à leur entreprise, et aussi sont en train de reculer eux-mêmes leur entreprise sans le savoir. Puisque, je l'ai déjà dit, si tu travailles, tu n'as pas un salaire, tu travailles dans le bénévolat, tu ne vas pas travailler tout ton plaisir et l'entreprise risque de chuter. Par contre, si je reçois mon salaire, un salaire qui me semble bon, alors je suis à l'aise, je travaille comme il le faut et quand il le faut et dans toutes les circonstances possibles. Et on peut dire qu'une autre alternative à ce bénévolat, Benjamin l'a dit, l'entrepreneuriat. Et nous n'allons pas quand même oublier les initiatives mises en place par le gouvernement Togo, les initiatives pour les jeunes, par exemple le FAEJ et autres. C'est vrai, on ne va pas à chaque fois parler du mauvais côté, on va également toucher du doigt le bon côté. Benjamin, et effectivement, en guise de mot de la fin par rapport à ces initiatives, moi Benjamin, j'ai toujours salué ces initiatives, mais j'ai souvent l'habitude de dire aussi que ces initiatives sont venues dans un monde tardivement, où les choses sont déjà au pire, et il faut arranger rapidement. Je crois qu'il faut multiplier, sinon au centuple ces initiatives, pour que le jeune puisse pousser un ouf de soulagement, parce que la situation est déjà déplorable. Je ne suis pas en train de dire en fait que ce que les décideurs sont en train de faire n'est pas à saluer. Loin de là, le jeune ne doit pas être quand même ingrat. Il faut reconnaître que des efforts sont en train d'être menés. Mais ces efforts restent insuffisants parce que la réalité, les faits parlent d'eux-mêmes. Il faut qu'on multiplie encore ces initiatives. Et je voudrais rappeler rapidement quelque chose. Quand nous prenons les entreprises créées par les petites et moyennes entreprises, etc., il faut que les redevances que les jeunes doivent payer ou bien les frais que les jeunes doivent payer soient également revus. Ce n'est pas quand même une manière pour détruire le trésor public, parce que ce trésor également doit vivre. Mais il faut que si le jeune doit payer 1 million par mois pour son entreprise créée, il faut que des choses ou bien des décisions soient prises pour que le jeune paie 900 000. Et les 100 000 là va permettre au jeune d'embaucher un autre jeune qui va prendre ça comme salaire. En réalité, tout le monde ne peut pas créer de l'entreprise. C'est impossible. Mais si la majorité crée de l'entreprise, je crois qu'il serait mieux que nous vivons dans un monde où il y a plus d'entreprises, où on cherche une main d'œuvre et nous allons profiter pour mettre des enfants au monde et ils viendront travailler. Oui, un mot de la fin. Oui, je suis de même avis que mon frère Benjamin. Il faut faire tout et tout pour que les jeunes aujourd'hui sachent que c'est bien de créer son propre entreprise. Et pour pouvoir créer ces entreprises, il faut de l'argent. Il faut que l'État continue par nous créer des entreprises qui vont embaucher ces jeunes-là. Comme ça, eux, à leur tour, vont faire des efforts qui vont contribuer pour le développement du pays. Mon mot de la fin, c'est dire bonsoir à tous les téléspectateurs, à ces jeunes-là qui nous suivent actuellement. Je leur dis de se mettre déjà au travail, de se mettre à l'œuvre, puisque l'avenir nous appartient. On a déjà dit, la jeunesse est la relève de demain. Dire que la jeunesse est la relève de demain, ça veut dire que nous devons connaître nos droits et devoirs pour pouvoir, pour savoir ce que je dois faire, pour savoir ce que nous devons faire pour que le pays, bien le continent, aille de l'avant. Merci. Je crois que le message est passé. Vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés ainsi à la fin du débat, mais bien avant de refermer définitivement les portes de ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière. Nous sommes enfin au pays de Molière après cette longue discussion qui est très houleuse. D'ailleurs, j'espère que les téléspectateurs ont déjà pris leur calepin et stylo parce qu'on aura encore à noter ce soir. Si la réalisation le permet, nous allons partir pour l'expression du jour. Il s'agit de l'expression être
etc. Nous avons l'habitude de dire etc. On ne dit pas etc. On dit etc. Benjamin, s'il te plaît, il faut encore bien prononcer pour nos téléspectateurs. Etc. On ne dit pas etc. C'est une expression latine qui signifie ainsi de suite. C'est pourquoi on dit souvent quand vous utilisez etc. vous ne devez plus mettre des points de suspension. Donc nous avons appris l'expression etc. Citation du jour, cette citation nous vient de Milan Kundera qui dit que la jeunesse est l'espoir du monde. La jeunesse est l'espoir du monde. Cela rentre en parfaite adhérence avec notre discussion de ce soir. Les jeunes sont les espoirs du monde. Nous avons également l'habitude d'apprendre, sinon de corriger quelques erreurs. Les gens confondent souvent le genre du mot quelque chose. Vous allez entendre quelqu'un qui dit un quelque chose. Quelqu'un qui dit par exemple une quelque chose parce que quelque chose se termine par le mot chose qui est un mot féminin. Non, on dit un quelque chose. Je vais faire un quelque chose. On ne dit pas je vais faire une quelque chose. Non, on dit je vais faire un quelque chose. Voilà donc l'erreur que nous devons éviter. Alors Benjamin, je ne te coupe pas la parole. C'est comme souvent on dit, bon, pour dire que c'est une femme qui te cherche, on dit quelqu'un te cherche. Oui, mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas également. On doit dire quelqu'un parce qu'on suppose que la personne est inconnue et jusque-là, on ne doit pas quand même démasquer son genre. Nous avons également l'habitude d'apprendre deux mots. On a annuaire et le mot annuel. Les deux mots sont des paronymes parce qu'ils prêtent beaucoup confusion. Le premier mot, annuaire, signifie des informations qui sont données sur des entreprises ou des formations de façon annuelle. Des informations ou des écrits qui sont donnés sur des entreprises ou des formations de façon annuelle. Quant au second mot, annuel, c'est un adjectif qui veut dire chaque année. L'émission se passe annuellement, ce qui veut dire que l'émission se passe une seule fois dans l'année. Voilà donc qui met fin à la première partie. Mais pour finir, nous avons une image du jour. Comment est-ce qu'on appelle la partie encerclée? C'est l'ongle ou le doigt de l'individu, mais la partie encerclée en rond là, Dorine a une idée du nom. Comment est-ce qu'on l'appelle? Aucune idée. Ça s'appelle en bon français la lunule. La lunule. Il y a un petit blanc en dessous de nos ongles, c'est ça, qui s'appelle la lunule. L-U-N-U-L-E. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière. Roger, Dorine, observe leur doigt. Est-ce que c'est tout le monde qui en possède? Oui, ça dépend quand même de notre teint, de la forme de nos doigts. Mais de façon anatomique, tout le monde en possède. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et joyeux anniversaire à Rachel. Merci à toi, Benjamin. Merci également à Roger. Ok, merci à le trésor, à Doris. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce numéro. Jeff à la réalisation, assisté de Arsène Beaufort. David à la caméra. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous allons nous dire au revoir et à mercredi prochain.